Je sais que ça va être clivant. Certains parlent de miracle et se disent on manque clairement de maîtrise. D'autres se disent les erreurs ou les hors-jeux et les règles font partie de l'arbitrage. Le plus important à retenir, les amis, c'est qu'on a remporté une victoire en Ligue des Champions à l'extérieur. Ça faisait une éternité qu'on l'avait pas fait et qu'on est toujours dans la course pour se qualifier pour les playoffs de la Ligue des Champions. L'OM l'a emporté 3-2 du côté de Bruxelles face à la Saint-Gilloise. Yes! 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 C'est bien, c'est bon. On avance. Maintenant, on va aussi analyser les faiblesses de cette équipe et on va revenir sur l'ensemble de la rencontre. On va pas non plus se gargariser, mais on a le droit d'être satisfait de cette victoire. Les amis, bienvenue sur CM Football, un plaisir de vous retrouver en ce matin. Il est très tôt, il est 7h35, on a fait le débrief live hier soir, on a fini vers minuit, on a rattrapé la conférence de presse de Roberto De Zerbi, et là, on va voir ensemble la revue de presse, l'analyse tactique, les choix de Roberto De Zerbi, quelles sont les notes de l'équipe, quels sont les enseignements qu'on peut tirer. Pour moi, il y en a deux importants, peut-être trois, et on se projettera sur la suite avec le match face à Monaco de dimanche, un match important puisque c'est le dernier match de l'OM en 2025 à domicile. Installez-vous bien, sonnez la cloche, abonnez-vous et boostez la vidéo si vous êtes heureux et satisfait de la victoire de l'OM. Ça m'aide beaucoup pour le développement, évidemment, et pour le référencement. Alors, on va commencer par la revue de presse avec l'équipe qui titre la bonne étoile. Ouais, c'est normal. C'est normal, il y a de quoi être heureux de cette étoile qui règne au-dessus de l'OM, de la bonne mère qui était là, elle qui a été inaugurée ce dimanche du côté de Marseille, Bruxelles, ils aiment. Et ouais, victoire difficile, menée par l'OM, mais on a cru laisser échapper la victoire à deux reprises avec deux hors-jeux sur lesquels on va revenir. Et on se parlera aussi du deuxième but de la Saint-Gilloise qui aurait peut-être dû, aurait pu être aussi refusé. Greenwood comme Drogba, évidemment, on va y revenir avec son jeu de jambes hier. Le ballon passé derrière le pied pour s'ouvrir le but. Il a été un peu raillé dans l'équipe avec une technique un peu brute, il disait. Mais bon, ça fait le taf. Et on reviendra aussi tout à l'heure sur les notes et surtout le changement de système un changement de système qui a fait long feu. Les mots de Roberto De Zerbi, on a eu un peu peur, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse hier. Maintenant, il se satisfait évidemment de la victoire. Du côté de la Provence, on titre libéré avec des visages soulagés des joueurs qui sont passés en zone mixte hier, qui étaient quand même très satisfaits d'avoir remporté une victoire à l'extérieur. La lumière au bout du tunnel et vraiment un OM qui a été à réaction, encore une fois, un OM qui a su réagir comme face à Newcastle, mais ça devient un mal d'encaisser ses buts dans les 5 premières minutes. Et puis un Roberto De Zerbi qui fait le point aussi sur la fenêtre large qu'on doit avoir sur cet OM, à savoir si on regarde d'où on est parti l'an dernier, on peut être heureux. Et on peut pas lui enlever cet élément-là. Maintenant, il y a d'autres éléments sur lesquels on doit revenir, et notamment le manque de maîtrise en début et en fin de rencontre. Alors, on va revenir maintenant sur les buts de cette rencontre et cette entame de match. Avec un OM qui avait, je trouve, plutôt bien commencé dans les premières minutes, avec une maîtrise du ballon, avant que cette équipe qui était de la Saint-Gilloise, qui est celle qui avait le moins de possession dans cette Ligue des Champions, qui procède régulièrement en contre, en verticalité, avec des sorties de balles très intéressantes qui peuvent nous faire justement rougir de notre côté. Là, on a une première sortie de balle sur le côté gauche et leur entraîneur avait dit que cet OM pouvait être en difficulté sur certains endroits et on l'a vu. Hein. Regardez Peixao qui est tout seul ici sur le côté gauche, en piston gauche et surtout dans l'axe, un joueur qui se retrouve aussi tout seul ou sont nos milieux de terrain. Je ne vais pas incriminer un milieu de terrain en particulier, mais là, il y a un manque de maîtrise de ce milieu de terrain dès le début de la rencontre. On va avoir après Kyle Hailey qui va se retrouver avec le ballon, il est bien fixé et on l'attaque jamais en fait. On n'est jamais dans l'attaque de cette action et il va se retrouver sur le côté droit, il va attendre le dédoublement, il va se mettre sur son pied gauche et il va ouvrir le pied. Il va taper au premier poteau. Moi, ce qui me gêne ici, c'est le manque
de détermination, le manque de duel, ici avec Pei Chao, avec je pense soit O'Reilly, soit Højbjerg ici ou Emerson. 3 joueurs pour 2 Belges et à aucun moment on est en capacité de pouvoir récupérer le ballon. Il y a un moment, il va falloir se réveiller dès le début, de la rencontre. Alors, la chose qui est plutôt intéressante, c'est qu'on va plutôt bien réagir sur une des rares, heu, on va dire, balles où Pei Chao va au duel, parce que c'est le cas, hein, on le dit souvent, on le répète, c'est pas un joueur de duel. Là, il va bien combiner, sur son côté gauche. D'abord avec, Aguerd, il va provoquer, il va jouer, sur Vermeeren, sur O'Reilly, non, c'est d'abord, donc ça doit être, oui, ça doit bien être Emerson sur le côté. Il va jouer en appui, sur O'Reilly. Il va s'appuyer de nouveau sur Vermeeren et ça, c'est bien parce que c'est une des rares fois où on a joué vite en première mi-temps quand on est face à un bloc bas. Et cette vitesse, bah, il va falloir peut-être qu'on la mette en place plus régulièrement. Ça, c'est un élément aussi qu'on doit garder en tête. Vermeeren qui va jouer sur Greenwood. Greenwood, talonnade magnifique pour Peshao. Peshao qui va ne pas remporter son duel. Et on va avoir dans cette rencontre la justesse et l'opportunisme d'Aubameyang. Il y a très peu de ballons touchés par Aubameyang, on va le voir tout à l'heure. Là, il va jouer en première intention, encore une fois. Le gardien va repousser le ballon et Peshao va avoir beaucoup de spontanéité pour se relever vite, frapper et égaliser. Je vous le dis à ce moment-là, il y a de la satisfaction de mon côté, mais surtout du soulagement. Parce que je me dis, on est revenu vite et on n'a pas douté. Et surtout, bah, on s'est mis en mode Ligue des Champions et c'était pas le cas face au LOSC. C'était il y a quelques jours encore. Donc la blessure, elle est encore ouverte de mon côté parce que je comprends pas comment ces joueurs n'ont pas pu faire mieux face au LOSC de Genesio. On va passer en fin de première mi-temps et là, on va récupérer le ballon très haut. Alors, je crois que c'est Emerson, ici, qui va le récupérer, qui va passer à Højbjerg. Et ce schéma, c'est un schéma préférentiel ici. Højbjerg qui va s'appuyer sur Greenwood, qui est déjà dans le sens du jeu. Et en une passe, on va se retrouver dans une véritable verticalité. O'Reilly va se projeter, Aubameyang est sur le côté gauche, et on va laisser Greenwood faire d'abord son duel. Lui, il le joue et il le gagne. Et après, il va s'appuyer sur Aubameyang. Aubameyang qui a le deux choix, hein. Soit il peut passer à O'Reilly en retrait, soit il va jouer sur la qualité technique de Greenwood, qui va contrôler et qui va se retourner, se mettre sur son pied droit, frapper. Ça fait 2-1. Là, on est content. Là, on est content. De Zerbi va dire que, à la mi-temps, à ses joueurs qu'il faut continuer, que c'est, comme s'il y avait 0-0 et on va se mettre bien en deuxième mi-temps. Assez rapidement, on va se mettre dans le sens du jeu. Alors, on va pas avoir beaucoup de situations en deuxième mi-temps, mais sur un ballon, récupéré, alors ici, ça doit être, Aguerd qui va le sortir. On va avoir Aubameyang qui va jouer un duel. Il va se faire bousculer et un des rares bons choix d'O'Reilly avec le ballon, parce il a touché peu de ballons et c'est vrai que c'est pas le meilleur joueur du match hier, et bah, il va jouer très vite sur Greenwood et c'est vous qui me l'avez dit hier, dans le live. Moi, je l'appelle la zone Greenwood. Ici, cette zone côté droit, à 25 mètres des buts, où il peut faire ses choix, pied gauche, pied droit. Il peut mettre en difficulté tous les défenseurs. Bah, vous l'avez appelé la green zone, et j'aime bien ce terme, la green zone. Il va se retrouver dans la surface de réparation, et là, il va faire ce geste technique magnifique. Il se met le ballon derrière son pied gauche pour frapper pied gauche. L'angle de frappe est très, très, très court. Là, j'ai pas le bon angle à vous montrer, mais quand on voit la caméra qui est derrière Greenwood, où on voit la zone qui existe entre le gardien qui fait 2 mètres et le petit filet, il faut être très juste pour pouvoir la placer à cet endroit. Alors, on a Peixao en bas, vous le voyez, hein. Est-ce qu'il demande le ballon ou est-ce qu'il fait le but? Je pense qu'on va avoir cette image sur les réseaux sociaux aujourd'hui, en contenu court. En tout cas, il était présent dans la surface de réparation pour permettre à Greenwood de pouvoir lui passer et aussi de mettre la difficulté dans le dos de la défense. Et là, on se dit, c'est bien, il nous reste une demi-heure. Ah, ce match-là, on doit se le rendre facile et on doit le gagner, on doit maîtriser. Eh ben non, c'est pas le cas. Parce que après un changement, encore une fois, alors est-ce que ce sont les changements tactiques opérés par De Zerbi qui influent sur le résultat de la rencontre, ou est-ce que ce sont les joueurs qui n'arrivent pas à rester dans leur rencontre après un changement?
Vous me donnerez votre avis en commentaire. On va en parler dans les enseignements. En tout cas, on se retrouve sur le côté gauche, juste après l'entrée de Nadir. Et là, je vais essayer d'arrêter le ballon. Ouais. Parce que Promise David, il se retrouve ici. Et on va le voir après, il y a plusieurs images où vous me dites dans les réseaux qu'il peut être signalé hors jeu. Il fait action de jeu, hein, parce que vous allez le voir là, il est à la retombée et Rouli joue le jeu. S'il touche pas le ballon, il peut y avoir but. Alors, euh, derrière, on va finir l'action. C'est Kalaili qui va récupérer le ballon. Moi, je suis un peu dur peut-être sur Emerson, mais je trouve qu'Emerson, il doit mieux faire ici. Il doit mieux jouer, mieux avancer sur le porteur du ballon et remporter son duel. En tout cas, mieux le gêner, parce qu'il va avoir de la réussite, le milieu de terrain belge, mais le ballon passe entre les jambes. Rouli peut quasiment rien faire parce qu'il est masqué au départ du ballon, et ça fait 3-2. On va juste revoir les images que j'ai récupérées sur X. Euh, le centre, le ballon là est légèrement parti, mais il semble en position illicite, l'attaquant. Et là, c'est une action qui est arrêtée avec la ligne qui est tracée, mais vous le voyez, pour être parfaitement juste, le ballon est déjà parti. Alors on va me dire, Chris, c'est tiré par les cheveux de parler de hors-jeu quand on voit ce qui s'est passé derrière. Je vous l'accorde. Encore une fois, ce sont les règles, et donc les règles, elles doivent être appliquées. Mais honnêtement, on me siffle hors-jeu sur l'OM sur cette occasion-là, je crie au scandale. Et je peux pas me contredire, dans le sens, c'est pas une obligation de pas se contredire, mais pour être réellement cohérent, moi je suis pour les buts, je suis pour l'attaque offensive, pour le choix des buts. Donc en fait, un hors-jeu comme ça, il doit pas être sifflé, à mes yeux. Maintenant, ce sont les règles. On a assez tiré à boulet rouge sur l'arbitrage à Madrid, à Lisbonne, contre l'Atalanta Bergame, mais franchement, voilà. Je préférerais avoir eu penalty contre l'Atalanta et que un hors-jeu comme ça dans les règles du foot, hein, pas que contre nous. Hein, je vais pas non plus me taper moto-flagellé, mais que dans les règles du foot, ce type de hors-jeu il soit pas sifflé. Alors après, on se posera une autre question, c'est on fixe la limite où. Voilà. Et ça, j'ai pas la réponse. Donc il y a ce hors-jeu là, celui-là, il est logique. Voilà, il y a l'épaule du défenseur enfin de l'attaquant qui est devant. Celui-là, il est moins millimétré, voilà, et il fait moins débat. Maintenant, c'est vrai que l'accumulation peut rendre les Belges insatisfaits. Et puis, on va avoir dans les moments clés cet arrêt exceptionnel de Geronimo Rulli qui arrête un but, clairement. Enfin, qui arrête un but qui était rentré. Euh, Magnifique arrêt. Après, la tête, elle est très axiale. Je suis d'accord avec les commentaires de Canal Plus hier. Mais il fait un arrêt extraordinaire qui nous sauve, pour le coup. Et derrière, il va faire une sortie sur la dernière minute qui est bonne. Ouf, ouf, ouf. On a de la réussite et on a de quoi être satisfait. Ça, c'est important. Donc après, quand tu regardes les moments de la rencontre où on prend les buts, où on les marque déjà, le premier but, bah, il est dans un moment fort de l'OM. Après, on marque le 3-1. C'est logique aussi qu'on défende, mais on manque de maîtrise. Ça, c'est un véritable point. Alors les choix de Roberto De Zerbi, les choix de Roberto De Zerbi, je dois les mettre au regard de ce qui était annoncé par l'équipe hier matin. Et c'est un sujet, je pense qu'on va ouvrir prochainement, mais c'est quand même très étrange que l'équipe, au fur et à mesure des matchs qui ont suivi le Real Madrid, ait régulièrement la composition parfaite ou très proche. Bon, je me rappelle de Bacola, j'avais dit, bon, l'info, elle sort à 17h, c'est pas gênant, mais là, que tu saches euh, avant le début de la rencontre que Murillo va être titulaire dans une défense à 3 en central droit, sans Pavard, sans Balerdi, et que O'Reilly qui n'a pas joué depuis quelques matchs, il se retrouve titulaire également dans ce milieu avec Vermeeren et Højbjerg, il y a des bonnes infos quand même. C'est le travail d'un journaliste, je suis d'accord. Mais quand même, ça fuite bien. C'est pour eux. Je sais pas. En tout cas, dans les choix de Zerbi, défense à 3, on va le voir après, c'était un peu désorganisé dans le schéma tactique, vous allez le voir, et c'est aussi expliqué par des changements. Peixao et Wea piston, Højbjerg, Vermeeren et O'Reilly, et Greenwood qui accompagnait Aubameyang en tant que deuxième attaquant. Dans les choix de la rencontre, il sort Wea parce qu'il a un carton jaune, Léo Balerdi qui rentre pour passer en défense à 4 en deuxième mi-temps.
Donc changement tactique, encore une fois en deuxième mi-temps. Le changement d'O'Reilly, il a un impact parce que, Nadir rentre, on va en parler, il fait pas forcément, une bonne entrée et Nadir, il y a le but juste derrière, dans la foulée et quand tu fais les changements Aubame et Greenwood qui sortent, bah, c'est pas un changement tactique complet puisque tu mets un Kondogbia qui rajoute un milieu de terrain, mais tu as sorti Greenwood qui jouait, dans le milieu, 4-2-3-1 donc et tu fais rentrer Vass qui prend la position d'Aubameyang pour aller jouer la profondeur. Donc c'est pas un réel changement tactique, mais derrière, tu encaisses quand même un but qui est signalé hors jeu. Ça fait beaucoup, je trouve, dans l'attitude des joueurs. Alors, quand tu regardes maintenant la position moyenne, bah, la première image qu'on a en tête de Peixao hier sur la rencontre, c'est que on l'a vu très régulièrement piston gauche et en phase défensive. Et sa position moyenne sur la première mi-temps, vous le voyez, là j'ai bien sélectionné la première mi-temps, elle est très haute. Et donc, il y a eu un changement tactique en première mi-temps où il a été appelé à jouer plus haut justement pour pousser la défense à rester très bas du côté belge. Et en deuxième mi-temps, bah, donc on a Weah qui était sorti et on a cette équipe de l'OM qui a été plus compacte, mais avec un Haggard et Emerson qui étaient positionnés très bas, notamment par rapport aux joueurs qui étaient, par rapport aux actions de l'Union Saint-Gilles qui ont reculé, qui ont avancé, pardon. Alors dans les choix, je voudrais revenir sur Peixao. Il y a plusieurs joueurs que je voulais mettre en avant. Il y a la performance que l'on voit visuelle, celle qu'on voit de nos yeux sur le terrain. Maintenant, dans les datas, c'est important de rappeler aussi, en comparaison aux autres joueurs, comment les joueurs se situent. Et quand tu regardes les tirs dans la surface de réparation, les touches à l'intérieur de la surface de réparation, Peixao, et c'est peut-être certainement lié à son but, parce qu'il touche 3, 4, 5 fois le ballon dans la surface de réparation sur son but, il a des datas qui sont intéressantes. Mais il faut les mettre au regard de ce qu'on vient de dire. Le premier but, où il touche énormément de ballons dans la surface de réparation, et la performance visuelle qu'on a vue. C'est pas assez par rapport à un joueur qu'on a payé 35 millions, mais pour moi, il a toujours le crédit d'avoir été blessé quand il est arrivé, d'avoir commencé à jouer dans le collectif à partir du mois de septembre, et qu'il répète les efforts continuellement sans sortir depuis longtemps, et il faut le noter. Après, est-ce que c'est suffisant? Bah, j'ai envie de dire quand même en Ligue des Champions, le mec, il est quand même à 4 buts depuis le début de la saison. Si on est insatisfait de ce résultat-là, c'est un peu dur, je trouve. Concernant Greenwood, je l'avais trouvé plus central que ça visuellement, bien équilibré, encore du travail défensif, on le voit un peu partout, notamment dans les phases où on se retrouve en corner subi, mais il a gardé son efficacité exceptionnelle. 2 tirs cadrés, 2 buts sur 4. 2 buts attendus, enfin un but, même pas un but attendu, il est arrivé en mettre deux. Dribble, il fait encore partie des joueurs qui ont le plus de dribble. Et il a tenté le plus de centres, mais il ne les a pas réussi. Une performance encore majeure pour l'Anglais. Voilà, c'est ce qu'on attend de lui. C'est le meilleur joueur de l'OM. Il a été efficace et c'était important. Et Aubameyang, je voulais revenir dessus parce que je crois qu'il a touché 32 ballons dans la rencontre. Ça a été éparpillé, mais je peux pas enlever la performance de l'international gabonais parce que sur le premier but, c'est lui qui est à la frappe. Sur le deuxième, c'est lui qui est à la passe. Et sur le troisième, il prend le tampon qui permet la remise à O'Reilly. Donc, c'est pas une performance majeure, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais dans le trio offensif, il a eu un impact et ça me plaît. Alors, si on regarde les notes maintenant de l'équipe, bah, les notes, elles sont, je trouve, plutôt justes. Voilà. Rouli 7, c'est bien noté parce que je trouve qu'il nous sauve à la fin, c'est certain. Mais sur le deuxième, ouais, non, sur le deux buts, c'est difficile. Non, non, 7, ça peut le faire. Hier, j'ai été dur, je lui ai donné 5. 6 ou un 7 n'est pas trop surpayé. Murillo, Haggard, Emerson, je suis d'accord dans la lignée. Haggard a fait un match de patron. J'ai retrouvé le Haggard presque libéré de tous ses problèmes. On a Murillo et Emerson qui ont été. Alors, Murillo plutôt bon pour son retour. Emerson plutôt fautif sur les 2 buts, je trouve, parce qu'il ne monte pas à la charge pour accompagner Peshao.
Et sur le deuxième, il doit aller plus haut dans le duel. Weah et Peshao 6, ça me va. C'est des notes que je trouve correctes, notamment par rapport au but de Peshao, par rapport à la mi-temps de Weah. On a un Balerdi, je crois, qui a 6 aussi. Ah non, il a 4. Ah non, c'est pas 4, c'est mal noté. Moi, j'aurais mis 5 à Balerdi. Il n'a pas en dessous d'Emerson. Voilà. Vermeeren, Højbjerg, c'est plutôt logique. J'ai trouvé un Vermeeren plutôt bon en première mi-temps, moins en forme quand on a dû subir. En revanche, Højbjerg, que j'ai critiqué régulièrement, j'ai trouvé que c'était un match de patron hier dans le milieu de terrain. Vrai catalyseur et accélérateur le moment venu, quand il passe notamment à Greenwood. O'Reilly, 5, ça me choque pas. Aubameyang, je sais qu'hier dans la Provence, il a 5,5. J'aurais pu lui donner 6 par rapport à sa passe D, par rapport aux éléments qu'on a précités. Et Greenwood 8 en Ligue des Champions, c'est une performance encore XXL. De Zerbi à 6, je ne vous passerai pas les commentaires de l'équipe parce que quand on lit les commentaires de l'équipe sur sa note de 6, c'est bizarre. On lui donne 6, mais c'est pas, le commentaire vaut 4, par exemple. C'est vraiment bizarre. Dans les enseignements, alors il y a plusieurs enseignements, mais je critique l'équipe, hein, mais il faut aussi être honnête, hein, et juste. Il y a des choses qui sont bien dites. Et c'est vrai que c'est un élément aussi qui revient régulièrement dans les échanges qu'on a en commentaire. Le changement de système qui a fait long feu. En fait, on a un changement de système continuel. Et c'est vrai que ça pose problème. C'est qu'on n'arrive pas à trouver une ligne directrice globale à cet effectif. On a commencé à 3, on est passé à 4 en défense. Et ça a pu peut-être soit perturber nos joueurs, soit perturber nos adversaires. Ce que j'aime, c'est qu'on a une diversité dans notre effectif. Et cette diversité, elle peut mettre en difficulté l'adversaire. Le problème, c'est qu'elle nous met en difficulté. Donc ça, c'est un des enseignements. Quelle est la ligne directrice de cette équipe? On ne l'a pas encore aujourd'hui. Certains peuvent se dire, au bout d'un an et demi, c'est gênant avec deux Zerbi. On prendra le temps lors de la trêve internationale de faire le bilan et de regarder ce qui va, ce qui ne va pas. On verra les choix de De Zerbi, mais c'est un des enseignements. Ces changements tactiques continuels peuvent peser. Le fait de faire rentrer Balerdi à la place de Weah, on se dit pourquoi il le fait? Parce que Weah a un carton jaune, donc il veut éviter qu'il en prenne un deuxième et qu'on finisse à 10. Pourquoi quand Nadir rentre à la place de O'Reilly, alors qu'il n'y a pas un changement tactique à ce moment-là, l'équipe perd pied et encaisse un but dans la foulée. Et c'est pas la première fois, on l'a vu en Ligue des Champions. Ce manque de maîtrise, c'est le deuxième enseignement que j'ai. Parce que je voulais pointer du doigt l'ouverture du score de Newcastle au bout de 5 minutes, l'ouverture du score de Lille au bout de 8 minutes, l'ouverture du score de l'Union Saint-Gilles au bout de 5 minutes. Ça fait beaucoup. De buts encaissés dans les 5 premières minutes. Tu rajoutes le but encaissé face à Toulouse au bout de 15 minutes. Au début de la saison, c'était des buts encaissés en deuxième mi-temps, dans les fins de rencontres. Maintenant, c'est au début des rencontres qu'on prend des buts. Donc ce manque de maîtrise tactique, il est lié aussi à des sautes de concentration mentale. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles je pense De Zerbi doit travailler avec son staff. Et quand il dit ça fait partie du jeu, ah non, non. Si on veut devenir une équipe qui compte, si on veut jouer régulièrement cette Ligue des Champions, on ne peut pas se permettre d'avoir ces sautes de mental au début des matchs ou à la fin des matchs. On a parlé des changements qui avaient un impact. On parle maintenant des débuts et des fins de rencontre. Là, je pense que le problème, il est plus davantage mental que physique. Maintenant, c'est clair que physiquement, si tu avais Medina, si tu avais Traoré, si tu avais Gouiri dans cet effectif, tu aurais plus de maîtrise aussi, c'est certain. Mais on pointe du doigt ce qui ne va pas. Mais on pointe du doigt aussi ce qui va. Et ça, je voudrais vous le mettre en avant aussi. Peixao doublé contre l'Ajax Amsterdam. Aubameyang doublé contre Newcastle. Greenwood doublé contre l'Union Saint-Gilles. Dans cette Ligue des Champions, on sait répondre présent aussi. Et c'est nouveau pour nous, la Ligue des Champions. Faut pas oublier que cette équipe, elle a que 18 mois de vécu. Doublé de Greenwood, doublé de Peixao, doublé d'Aubameyang. 9 points pris. On l'avait dit, une équipe qui veut passer en Ligue des Champions, ça doit passer par une grande attaque. Cette attaque est belle. Défensivement, on doit progresser. Pourtant, on a recruté des gros joueurs en défense. Ça fait partie des enseignements. En tout cas, la suite, c'est quoi? La suite, c'est se projeter désormais
sur, cette Ligue 1. Mais regardez ce qui va se passer en Ligue des Champions également. L'OM en Ligue des Champions est actuellement, on fera le bilan demain matin, sur le vestiaire, l'OM est actuellement 16e. On verra où se situe l'OM, mais elle a les cartes en main. On a les cartes en main pour aller se qualifier directement en play-off de cette Ligue des Champions. Il nous reste 2 matchs. Liverpool, qui l'a emporté à l'Inter hier. On verra quel Liverpool on va affronter dans 1 mois et demi à Marseille. Et le Cercle Bruges. Le Club Bruges, pardon, je me reprends. Le Club Bruges. Club Bruges qui a 4 points. On va voir ce qu'ils vont faire ce soir. Intéressant. Mais ils peuvent être dans la course également et ça peut être une finale pour eux, de disputer, la rencontre face à l'OM lors de la dernière journée. En tout cas, la dernière journée sera décisive. Qui dit dernière journée décisive dit peut-être programme exceptionnel. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Mais peut-être qu'il y aura un événement exceptionnel pour vivre cette rencontre. Je vous prépare quelque chose. Bon, en tout cas, du côté de l'OM, il va falloir se projeter maintenant sur Monaco. C'est la Ligue 1, c'est le dernier match à domicile. On va se retrouver, nous, vendredi pour analyser la conférence d'avant-match de Roberto De Zerbi. Et je sais pas comment, mais je vais essayer de trouver une place pour qu'on se retrouve demain. J'aimerais bien trouver un moment pour parler de l'OM demain, je ne sais pas comment, dans mon organisation, parce que je reviens de Paris demain. Je vous préviendrai sur les réseaux sociaux, sur Insta, si je suis en capacité de pouvoir tourner un contenu demain. Mais ce match, ouais, il est important. Il est important parce qu'il doit permettre à l'OM de mettre out Monaco, qu'il a emporté face à Galatasaray, et de se projeter sur le top 3 de cette Ligue 1 qui est importantissime pour la suite. Donc dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous avez sorti de cette rencontre. Est-ce que vous êtes team satisfait, hashtag satisfait, team neutre, j'en attends plus, hashtag neutre, ou team j'en ai marre, hashtag j'en ai marre, tout attaché, parce que ce manque de maîtrise vous impacte. Eh ben, on se retrouve très vite. Merci pour la force. Allez l'OM, et moi, je suis team satisfait parce que je me dis que c'est dans la victoire qu'on peut grandir. Voilà. Allez l'OM, bonne journée et à très vite. Ciao.